Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2012 à l'Union européenne. L'Union et ses membres ont contribué depuis un demi-siècle à l'avancée de la paix, de la réconciliation, de la démocratie et des droits de l'homme en Europe. Au début, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Et puis, en vérité, c'est un prix Nobel décerné à titre posthume. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de paix en Europe. Les peuples européens ne se sont jamais autant critiqués les uns les autres. La paix est en danger à l'intérieur de l'Union. Nous sommes le continent le plus riche du monde, mais nous avons une mauvaise répartition de cette richesse. L'attribuer à une institution, dans ce cas une institution bureaucratique, vide le prix de son sens. Sous les ors de l'hôtel de ville d'Oslo, en présence du roi de Norvège, l'Union européenne est à l'honneur. Temps fort de cette cérémonie lorsque François Hollande saisit la main d'Angela Merkel, symbole d'une Europe réconciliée après avoir été longtemps déchirée par les conflits. Ich bin ein Europäer. Je suis fier d'être européen. I'm proud to be European. Alors Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi une plaisanterie? Ce prix Nobel, en fait, encore une fois, je rappelle, c'est le prix Nobel de la paix. Hein. Oui, bien sûr. Je vais vous dire, c'est plus grave que ça, c'est une gigantesque manipulation intellectuelle, médiatique. Pourquoi? Je vais vous expliquer 10 secondes. Parce que honorer l'Europe, l'idéal de réconciliation, de paix, de progrès, qui a eu lieu entre 1945 et je dirais, allez, le début des années 90, oui. Parce que là, les peuples ont fait la paix et pour éviter les monstruosités de la guerre. Donc, il fallait honorer la communauté économique européenne, il fallait honorer Charles de Gaulle, Adenauer, il fallait honorer ceux-là. Eux, ils ont fait le travail. Et ils ont remis, au début des années 90, quand il y a eu le marché unique, à l'Union européenne, c'est-à-dire ça a changé, l'Union européenne, des institutions non élues, la Commission de Bruxelles, Van Rompuy, sa Cour de justice, la BCE, cette dénaturation de l'idée européenne. Et l'Union européenne d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est une institution qui trompe les Européens et qui leur fait détester l'Europe, qui est en train de dresser les peuples les uns contre les autres parce qu'ils ont dépossédé les démocraties. On a vu qu'ils se sont assis sur le référendum français, le référendum hollandais, ils n'ont même pas voulu qu'on repasse par le peuple, quelle que soit l'idée politique qu'on a, qu'on soit de gauche ou de droite. Et puis aujourd'hui, ils mènent une politique économique absolument délirante. Donc, je ne suis pas hostile à l'idée européenne de coopération, de paix, de progrès social entre les nations, de protection. Mais en revanche, cette Europe-là, qui est en train de conduire le continent dans la ruine, dans les divisions, où les Grecs brûlent les drapeaux allemands, où les Allemands méprisent les Grecs, où les Portugais n'en peuvent plus, où les Français connaissent la pauvreté, c'est monstrueux. Donc c'est une manipulation. Alors c'est facile après de caricaturer ceux qui s'y opposent en disant « Ah, bah, les méchants, voilà ». Non. On peut faire l'Europe autrement. On doit se débarrasser de cette espèce d'oligarchie européenne qui gouverne contre les peuples. Et on ne pourra faire l'Europe qu'en s'appuyant sur les peuples, sur les démocraties, par des coopérations à la carte. Et c'est le vrai enjeu d'ailleurs face à la Chine et au reste. Donc il y a une véritable manipulation pour maintenir un pouvoir qui est dépassé par les événements aujourd'hui. Pour moi aussi, je dirais ce prix Nobel, c'est à la fois un scandale et une provocation. C'est un scandale, c'est ce que dénoncent 3 prix Nobel, dont Desmond Tutu, et qui demandent même l'annulation de ce prix Nobel, puisque dans les statuts du prix Nobel, il est prévu qu'on ne puisse pas l'accorder à une puissance qui est un faiseur de guerre et un marchand de canons. Or, l'Union européenne est un marchand de canons. Et puis, c'est également une provocation. C'est une provocation vis-à-vis, je dirais, des pays les plus pauvres, puisqu'on sait très bien que notre mode de vie européen n'est pas universalisable. Si les Africains, si les Asiatiques, si les Amérindiens vivaient comme nous, eh ben, il faudrait 3 planètes. C'est aussi, je dirais, une provocation, parce qu'en réalité, on nous fait croire que l'Union européenne serait un modèle politique qui marche. C'est un modèle politique qui a échoué. C'est-à-dire qu'on a voulu faire finalement une souveraineté, mais sans sujet politique. Il n'y a pas de peuple européen. Et puis je dirais que c'est aussi une provocation par rapport aux pays les plus pauvres, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand on regarde la dernière directive européenne de 2010, pour dire on va garantir nos approvisionnements, c'est-à-dire qu'on va continuer le pillage des ressources naturelles des pays les plus pauvres. Et ce pillage des ressources
dans les pays du Sud. C'est à la fois ce qui explique que la population ne puisse pas accéder à la satisfaction des besoins fondamentaux, et c'est ce qui, également, met en place et renforce les oligarchies, si ce n'est les dictatures. Donc moi, je ne suis pas fier aujourd'hui d'être un Européen. Moi, je suis très fier d'être un Européen, très fier de cette utopie, très fier de ce prix Nobel, même s'il est évidemment la récompense d'un travail loin d'être achevé. Je suis un des acteurs de cette construction, j'ai le grand privilège, et je me flatte d'avoir été un des premiers rédacteurs d'un certain nombre de traités européens, dont le traité de Maastricht, et je suis très fier de cette construction. Pourquoi? Parce que l'Europe a été un champ de bataille pendant 1000 ans, et nous avons réussi à faire qu'elle ne le soit plus. Ça pourrait revenir. Rien n'est irréversible. Nous sommes l'ensemble mondial le plus riche, le plus puissant du monde, celui qui a le mode de vie, le niveau de protection sociale, de justice sociale, de réduction des inégalités. C'est loin d'être parfait. Loin d'être parfait. Le meilleur du monde. Nous avons beaucoup moins d'inégalités en Europe qu'aux États-Unis, beaucoup moins dans aucune partie du monde, et nous devons être fiers de tout comparé aux autres. D'ailleurs, le monde entier envie notre niveau de vie, notre mode de vie. Mais ce n'est que quelque chose en devenir, c'est un projet. Vous m'avez invité parce que j'ai publié la biographie de Diderot. Au siècle de Diderot, et Diderot lui-même, le rêve, c'était que les Européens sortent derrière leurs conflits et inventent une nation européenne. Il y aura un jour, dans 40 ans, dans 50 ans, un président des États-Unis d'Europe, démocratiquement désigné. S'il n'y a pas cela, nous serons retournés aux errements et aux massacres de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura cela. Ce chemin est en marche. Il est lent, les nations ne se construisent pas rapidement, le monde est composé de grands espaces, les États-Unis sont un grand espace, l'Inde est un grand espace, la Chine est un grand espace. Si l'Europe ne réussit pas à incarner cette utopie qu'elle a créée, celle de la justice sociale, celle du socialisme démocratique, la social-démocratie, celle des droits de l'homme, pour en faire un modèle vivable à 500 millions d'hommes, comment peut-on espérer le faire à 7 milliards? Si l'Europe ne réussit pas à se rassembler à 700 millions, comment peut-on imaginer que les 7 milliards d'hommes puissent vivre ensemble? Quant à l'idée saugrenue et absurde selon laquelle les autres ne pourraient pas vivre comme nous, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Toutes les statistiques le démontrent. La FAO, par exemple, pour reprendre un exemple que vous avez cité, a montré que la planète peut nourrir 12 milliards d'individus. Mais autrement que comment on mange, avec une alimentation beaucoup moins carnée, donc relocalisée, pas avec l'alimentation aujourd'hui de l'Européen moyen. Il ne s'agit pas de cela. Vous avez dit c'est impossible. Donc c'est tout à fait possible. C'est impossible sur le modèle européen. Donc on peut le changer. Et le modèle européen est en train de changer, comme les modèles américains est en train de changer. Avec notamment une montée de 15 à 25% de l'extrême droite dans toute l'Europe. Résultat de votre politique. Je ne crois pas qu'on consomme l'extrême droite. À ma connaissance, ça n'a rien à voir avec la consommation de viande. Donc vous mélangez tout. Donc je crois que ce serait vraiment une tragédie de renoncer à l'idéal de la construction d'une démocratie européenne. Elle a commencé. Il y a un Parlement européen. Moi, je plaide pour une distinction très forte. Je pense que l'Union à 27 ou 28, qui va être 28 bientôt, c'est juste un ensemble de droits communs. Je pense qu'il faut l'étendre, pour ma part, assez loin. Je serais assez favorable à étendre cet espace de droits communs et de démocratie. C'est obscène ce que vous venez de dire, parce que c'est la seule partie de la planète où il y a des droits de l'homme qui sont respectés tels qu'ils ont été compris au XVIIIe siècle. Donc je pense, c'est des sujets sur lesquels je n'ai pas d'humour. Aucun humour. Mes grands-parents sont morts, et beaucoup sont morts pour défendre cela, pour se battre contre cela. Donc il n'y a pas d'humour à avoir sur ces sujets. Oui, je vois ça. C'est terrifiant. Vous me faites peur, en fait, vous aussi. J'espère bien. La démocratie suppose un vrai combat. Vous êtes là pour vendre l'Europe et vous n'avez aucun humour. Mais le problème, c'est ça, en fait. La démocratie, c'est un combat. Vous incarnez parfaitement le problème. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe, ce n'est que ça. La démocratie est un combat qui se perd et se gagne tous les jours dans des batailles quotidiennes. Là, vous l'avez perdu. La démocratie se joue dans les parlements, et progressivement les parlements construisent la démocratie. Je pense qu'il y a deux Europes qu'il faut bien distinguer. Il y a l'Europe à 27 qui est une Europe qui n'a pas, à mon avis, d'avenir d'autre que d'être un espace de droit commun, utile parce que ça stabilise le droit, et je suis pour son extension le plus large possible, y compris à l'Ukraine, à la Turquie, même à la Russie. Je pense que cet espace doit être le plus large possible. Mais les pays qui ont une monnaie unique, que vous combattez, je comprends votre point de vue, je le respecte, même si je ne le partage pas, ceux qui ont décidé d'avoir une monnaie commune, à mon avis, ne peuvent pas rester au milieu du gué. Ou cette monnaie disparaîtra, parce qu'il n'y a aucun exemple de monnaie sans nation, ça n'existe pas. Ou ces nations
avance, moi je dis progresse, vous diriez recule, vers un ensemble fédéral naturellement démocratique. C'est pourquoi je pense qu'il faut distinguer deux parlements. Le Parlement de l'Europe à 27, disons qu'il est à Strasbourg ou à Bruxelles, et dans l'autre, disons qu'il est, lui, dans l'autre capitale, on mettrait un Parlement qui serait une vraie constituante de l'Europe, rassemblant les pays en une seule monnaie et allant jusqu'à une vraie démocratie, un vrai président élu au suffrage universel, constituant un ensemble qui sera la plus parfaite, la moins imparfaite construction constitutionnelle démocratique humaine. Et si on n'arrive pas à faire ça, eh bien ça prouvera qu'à l'échelle mondiale, la planète entière va partir en morceaux, va partir dans l'anarchie et le désordre. Parce que si ceux qui sont les plus développés ne sont pas capables de s'organiser, rien ne sera possible. Je voudrais juste un mot, parce que c'est très intéressant ce que vient de dire Jacques Attali, parce que c'est la vraie question. Et moi je crois au contraire que si on veut réussir l'Europe, c'est-à-dire réussir la paix et le progrès, et vous le savez, il n'y a pas de paix durable sur la récession, le chômage, la misère. Si on veut réussir ça, il faut justement abandonner cette construction totalement oligarchique et coupée des peuples. Et il faut revenir à la seule notion possible, qui est la coopération entre des nations démocratiques équilibrées, qui coopèrent sur des projets. On n'avait pas l'euro, ni M. Barroso, quand on a fait Airbus, quand on a fait Ariane, et quand on voit aujourd'hui les défis technologiques, scientifiques que vous connaissez bien, quand on voit que la hiérarchie des continents, justement, va dépendre de notre capacité à inventer la voiture verte, à inventer le panneau solaire de l'avenir, les nanotechnologies, l'exploitation des océans, la lutte contre le cancer, enfin, ces chantiers absolument magnifiques qu'on devrait relever ensemble. Pourquoi vouloir tout niveler? Pourquoi vouloir gérer tous les pays d'Europe qui ont des traditions, des cultures, 1000 ans d'histoire différentes, et ne pas se positionner sur ces coopérations essentielles pour l'avenir du monde? Donc, je pense que vous avez un contresens. Vous voulez fusionner, et il y avait une belle phrase du général de Gaulle qui disait « La fusion en Europe, c'est la confusion ». C'est exactement ça. Vous voulez fusionner des peuples qui doivent vivre différemment. Mais en revanche, travaillons ensemble. Il y a tellement de choses à faire ensemble. Le fédéralisme européen ne vise pas à faire disparaître les nations. Si, parce que vous le savez très bien. Il vise à créer au-dessus une entité fédérale qui rassemble. En apesanteur, monsieur Attali. Il y a des peuples. Vous aviez dit juste un mot. Rokhaya Diallo. Alors, moi, je suis étonnée de la remise de ce prix Nobel parce que j'estime que la paix n'est pas seulement militaire, la paix est aussi économique. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer qu'il y ait une paix sociale en Europe. Je crois que les peuples se voient... On n'est plus dans l'Europe des peuples qui était cette Europe utopique que vous nous décriviez. Aujourd'hui, les peuples se voient imposer des mesures d'austérité qui vont en totale contradiction avec leurs intérêts sociaux. La conséquence, c'est une conséquence qui est visible. Aujourd'hui, en Grèce, un parti ouvertement et de manière très claire néo-nazi est le troisième parti dans une Europe qui se dit paisible. Moi, je trouve que c'est plutôt inquiétant. On est dans un continent où les extrêmes droites, de manière générale, gagnent beaucoup de pouvoir avec des discours extrêmement hostiles. On assiste à des agressions d'immigrés en Grèce. On a vu les Irakiens attaqués. On a vu partout en Europe des Roms attaqués, y compris en France, par des populations pauvres à Marseille. Donc des populations qui elles-mêmes sont précarisées, s'en sont pris à des populations beaucoup plus pauvres. Donc moi, je ne crois pas que le continent aujourd'hui soit dans une situation de paix. Par ailleurs, l'Europe ne me semble pas particulièrement très démocratique. Certes, nous avons un Parlement, mais on a vu que des traités qui avaient été rejetés par plusieurs peuples ont été imposés par un autre biais. Et puis la Commission européenne n'est pas vraiment une institution démocratique. Et puis l'Europe, je pense qu'il faut aussi la penser dans dans le contexte du monde et dans son rapport au monde. Si sur le sol européen, effectivement, on a pu observer la paix, je crois que l'Europe est impliquée dans des guerres. La France a été impliquée dans le conflit rwandais. Ce qui se passe aujourd'hui au Mali est quand même la conséquence de la déstabilisation de la frontière en fait entre le Mali et la Libye, et la circulation des armes est quand même liée à l'intervention de la France. On est aussi, je veux dire, on est dans un pays qui a très longtemps soutenu des dictateurs qui ont été renversés par les Arabes, et non pas grâce à l'Europe, mais bien au détriment de ce soutien. Aujourd'hui encore, de nombreux dictateurs africains, je pense à des gens comme Compaoré, qui ont été placés là au détriment de gens comme Sankara, sont soutenus par la France. Donc moi, je ne crois pas qu'on soit vraiment digne de recevoir un prix Nobel de la paix, parce qu'on est à l'origine de guerres qui sont liées aussi à la faim. On est beaucoup dans des réflexions par rapport aux questions migratoires, mais l'immigration, c'est quoi? C'est la conséquence de l'implication de l'Europe qui appauvrit non seulement des pays, mais des populations qui, effectivement, viennent vers ce rêve européen. Et notre Europe ne veut pas les recevoir, alors qu'elle est à l'origine de cet appauvrissement. Donc, moi, je suis très étonnée en fait qu'un continent comme le nôtre, qui ne connaissent pas de paix sociale et qui soit impliqué dans des conflits internationaux, se voit décerner en fait un trophée pour une paix qui ne me semble pas vraiment effective.
Finalement, après Diderot, c'était le rêve de Victor Hugo quand même. Moi, je pense que la symbolique, il ne faut pas aller au-delà de ça, ce n'est qu'une symbolique, mais la symbolique, c'est de se dire qu'il y a quelques décennies, il y avait vraiment la guerre pour le coup. Et donc, cette guerre, elle n'existe plus depuis certaines décennies, et c'est cela, et uniquement cela, qu'on vient saluer, et il y a un vrai geste historique dans ce sens, et moi j'y suis plutôt sensible, je trouve ça positif. Après, sur la notion de fédéralisme vers lequel nous pourrions aller pour créer ce peuple en soutien, il me semble qu'effectivement, nous pourrions aller vers des ambitions d'objectifs communs, mais que chaque peuple doit pouvoir, non pas dans une logique d'harmonisation précisément, mais chaque peuple doit pouvoir avoir sa propre méthode pour atteindre ces objectifs, car il faut préserver une concurrence des systèmes entre eux. Il faut que les pays puissent, sur la politique fiscale par exemple, se dire nous allons augmenter les impôts, nous allons les baisser. Pour que les uns puissent passer d'un pays à l'autre. Ça, c'est la libre circulation des personnes, c'est plutôt bien. Mais pour que nous puissions savoir ce qui marche. Car si à terme, moi j'avais été assez séduit dans un premier temps par l'idée même d'un gouvernement mondial. Mais finalement, il faut laisser, si on est dans l'harmonisation totale, on ne peut plus comparer les systèmes et on ne peut plus savoir lequel est le bon. Car l'être humain est mouvant en permanence et donc il innove en permanence. Et c'est par la concurrence et la confrontation des systèmes qu'on va pouvoir identifier lesquels sont les meilleurs. Et donc il faut préserver cela. Mais je pense que c'est compatible avec un fédéralisme d'ambition. On a des ambitions communes, des chiffres même, des éléments chiffrés qui nous emportent sur un certain nombre d'éléments vers des ambitions communes. Chacun ensuite a l'obligation de l'atteindre avec la liberté d'organisation dans son propre pays. Ce qui permet peut-être de réconcilier certaines personnes ici. Et de faire fonctionner la démocratie. Parce que les démocraties évidemment, sont il y a la dimension aujourd'hui. technocratique de l'Europe. Mais comme vous l'aviez très bien dit, c'est un prix Nobel de la paix et pas un prix Nobel d'économie. Je me suis contenté de le rappeler. Moi, je trouve dommage que ce prix soit attribué à un ensemble finalement aussi matériel, aussi abstrait. Pourquoi pas la Croix-Rouge, l'ONU. La Croix-Rouge l'a eu, je crois. Me semble-t-il. C'est possible. Et je trouve dommage qu'en fait, ils ne récompensent pas des individus, comme ça a été le cas par le passé. Il y a des militants, des combattants, des héros, des héroïnes, comme Rigoberta Menchú, Shirin Ebadi, un certain nombre de gens. Et je trouve que le fait de distinguer ces gens qui luttent pour des droits ou qui luttent contre des pouvoirs en place me semble plus important que de diluer ce prix dans une sorte de vaste ensemble. Par ailleurs, ce qui me semble intéressant aussi, c'est le fait que, bon, effectivement, il n'y a plus de guerre en Europe, mais il y a quand même une sorte de guerre de domination économique qui se joue en Europe et dans le monde. Rassurez-vous, nous sommes en train de la perdre. Non, mais je parle plus largement. C'est pas d'un État contre un État. C'est des grosses firmes ou de l'économie contre des individus qui sont désarmés face à ça, et avec souvent la complicité de l'État. Donc ça me semble très important de dire qu'en fait la paix n'est pas là. La guerre continue par d'autres moyens. Et puis enfin, ce qui me semble aussi intéressant, c'est le fait de finalement quand on réfléchit à ce prix, on se dit bon, on nous dit voilà, en Europe c'est bien parce que l'Europe a réussi la paix, elle a réussi à faire la paix. Mais à ce moment-là, il faut quand même ajouter que c'est quand même les peuples et les États qui ont réussi à faire la paix. Exactement. Et si on dit l'Europe a réussi à faire la paix, on peut dire aussi que finalement l'Europe a échoué dans sa lutte contre la crise et a imposé l'austérité. Donc le fait de dématérialiser comme ça les problématiques est encore un moyen de noyer les rapports de force et les difficultés. En fait, on veut faire quoi? On veut faire croire, et c'est là où il y a une manipulation. On sent bien que l'Union européenne, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, est à bout de souffle, et ils veulent faire croire que l'Union européenne, telle qu'elle est, c'est l'Europe. C'est ça la confusion. Mais on peut faire l'Europe, on a encore le droit, nous, Européens, de penser l'Europe différemment. C'est quand même extraordinaire. On n'a pas le droit aujourd'hui, on va peut-être parler tout à l'heure de la censure, mais on n'a pas le droit de penser dans notre pays l'Europe différemment. On doit adorer l'Europe telle qu'elle est. Encore, j'aimerais qu'on ait le droit de la penser différemment. Je voudrais juste rappeler, puisqu'on parle de manipulation, comme si ce prix a été manipulé par les Européens qui voulaient absolument l'avoir. Vous savez qu'il l'a attribué. Qu'il a été donné par le Parlement d'un pays qui a refusé d'être membre de l'Union européenne. Donc c'est un prix qui a été donné par des gens qui ne sont pas dans l'Union européenne. Vous savez ce qui s'est passé, c'est que le comité est présidé, ce comité qui n'est pas le prix Nobel suédois des autres prix Nobel. Le Nobel de la paix est différent. Et le président
qui attribue et qui a la grande influence, a toujours été hostile à la décision de son propre pays, la Norvège, de ne pas adhérer. Le président du jury, et c'est le Parlement norvégien d'un pays qui a refusé. Le président du jury a toujours été hostile à la position de son propre pays. Intéressons-nous